Vous écoutez RMC. 6h-9h, RMC Direct. Mathieu Rouault. 8h40, vous écoutez RMC. Notre invité ce matin, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous en studio en ce 6 août. Christiane Lambert, on en discutait juste avant l'antenne. Liban, Beyrouth, des images insupportables. Vous avez remarqué particulièrement ces images sur le port de Beyrouth, ces silos de céréales complètement détruits. 80% des céréales sont importées au Liban. Est-ce que la FNSEA envisage une aide particulière pour Beyrouth et pour les Libanais ? La France a des relations privilégiées avec le Liban et nous sommes tous extrêmement touchés par ce qui se passe. C'est un pays qui vit une crise extrêmement difficile, plus 109% d'inflation. Imaginez la difficulté d'accéder à l'alimentation. Et les silos explosés, c'est le blé qui est inutilisable. Il a été arrosé, donc il va pourrir. Et risque de pénurie de farine. Voilà. Et donc, effectivement, dans nos esprits, et nous allons en parler dès aujourd'hui avec les représentants du monde céréalier, voir comment on peut peut-être affréter plus vite et dans des conditions particulièrement difficiles, puisque le port est brisé, inutilisable. Donc, il y a en plus de la question de disponibilité, la question de l'accessibilité qui est posée avec grande complexité. Mais la présence du président français sur place, je pense qu'il emmène aussi dans ses valises des actions de solidarité de ce type-là. En tout cas, nous sommes prêts à aider. Un effort sur le prix des céréales que vous exportez ? Il y aura bien sûr des gestes particuliers. Je crois que la FAO s'est beaucoup inquiétée aussi. Il y a des plans d'aide mondiaux pour l'alimentation en cas de crise. Ça sera des céréales, ça sera certainement aussi de la poudre de lait pour les enfants. Bref, tous les produits qui peuvent être utiles en ces temps de crise aussi dramatique. Juste à côté de ces silos à céréales, l'entrepôt numéro 12, du nitrate d'ammonium stocké en grande quantité, 2750 tonnes. Un produit qui ressemble à une poudre blanche, c'est un engrais chimique très utilisé dans l'agriculture. Christiane Lambert, est-ce que c'est un produit dangereux ? Est-ce qu'il faut l'interdire ? C'est pas un produit dangereux. Je crois qu'il a été dit par plusieurs spécialistes que j'ai vu hier, y compris du CNRS, que c'est un produit qui se stocke, qui ne brûle pas, sauf lorsqu'il y a à côté une forte source de chaleur et des éléments déclencheurs. C'est un fertilisant qui est nécessaire pour faire pousser les plantes. Le colza, le maïs, toutes les cultures, le blé, toutes les cultures qui ont besoin d'azote pour pousser, pour grossir. Vous ne pourriez pas vous en passer. Non, mais par contre, il y a en France des conditions très strictes de stockage, jamais dans ces quantités comme ceci, surtout que c'était stocké depuis pas mal d'années. 2750 tonnes, c'est un brûlot sur pattes. C'est donc certainement qu'il y a des questions de sécurité. 20 000 tonnes près de Bordeaux, paraît-il. Oui, mais le leader mondial de fabrication de nitrate d'ammonium. Mais stocké dans des conditions totalement différentes, pas sur un port, sur un bateau, et à proximité d'autres silos contenant des choses beaucoup plus explosives et dangereuses. Je crois que c'est la juxtaposition au moment du stockage qui a posé problème. Dans tous les lieux français, ce sont des établissements qui sont soumis à autorisation. Ce sont des installations classées qui sont surveillées, qui font l'objet d'autorisation. En aucun cas, c'est stocké de la même façon dans notre pays. Et quand c'est acheminé directement sur l'exploitation, chez l'agriculteur, là encore, des conditions de stockage très strictes, des contrôles réguliers ? Oui, et il y a interdiction de stocker ces produits à proximité d'autres produits. On sépare les produits fertilisants, des produits phytosanitaires, des aliments pour les animaux. C'est pas stocké en vrac le plus souvent, c'est stocké dans des big bags de 500 kilos. Et la spécialiste du CNRS expliquait hier justement que stocké dans ces conditions, ça ne présentait pas du tout le même danger. Christiane Lambert, nous sommes au cœur de l'été, il fait par endroits plus de 40 degrés, la sécheresse, nous allons y revenir, mais d'abord les tensions qui sont exacerbées, peut-être parfois à cause de cette chaleur. Je sais que vous vous battez contre ce que vous appelez l'agribashing. On entendait ce matin sur RMC le témoignage d'un agriculteur normand, Maxime, intimidé à plusieurs reprises, on lui jette des cailloux, on essaye de mettre en danger ses exploitations, son matériel. L'an dernier, 14 498 faits de violence recensés contre le monde agricole. 2 par heure. C'est devenu un métier à risque, agriculteur ? C'est insupportable d'entendre des chiffres comme ceci, mais c'est une réalité. Pourquoi ?
parce qu'il y a eu probablement trop de laisser-faire quand ces actes se sont produits. Ça a été jugé comme des incivilités mineures. Et, il y a eu aussi certainement des gens qui ne comprennent pas le métier d'agriculteur, comme l'expliquait le jeune dans le reportage, qui viennent habiter à la campagne pour tous ces avantages. Mais la campagne est pour nous un espace productif. Pour d'autres, c'est un espace récréatif. Mais il faut bien concilier les deux activités. Quand on est agriculteur, on travaille, y compris l'été. Quand on fait les moissons, ça fait de la poussière. Parfois, surtout l'été. L'été et souvent le soir tard aussi pour travailler beaucoup parce que c'est le climat qui commande. Et quand il fait 41 degrés, c'est pas facile de moissonner. Il vaut mieux moissonner le soir après 21h parce que ça préserve le grain et la paille. C'est très professionnel, c'est très technique, mais notre métier a besoin d'être compris. Et c'est tout simplement une question aussi de savoir vivre ensemble et de respect. Moi, quand je viens à Paris, ça vient des deux côtés aussi. Quand je viens à Paris et qu'il y a des voitures partout et des incivilités, je hurle pas contre les Parisiens. C'est la vie à la ville qui est comme ça. À la campagne, on travaille, il y a du bruit, de la poussière, le chant du coq, le bruit des vaches. Et je pense que c'est plutôt un phénomène de société où il y a cette espèce de société à fleur de peau qui supporte plus de nuisances quelles qu'elles soient. La campagne, c'est un lieu qui a ces éléments-là. Donc, à nous de l'expliquer et de dialoguer. Mais c'est le par respect, le dialogue qu'on y arrivera. Oui, mais le respect doit être mutuel aussi. Les 14 498 faits de violence recensés par la cellule Déméter, mise en place par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec votre syndicat pour recenser d'abord ces agressions et puis pour tenter d'y mettre fin, de vous protéger. Les associations de défense animale, L214 en particulier, parce que c'est elle qui demande la dissolution de cette cellule, elle y voit un moyen de pression. Alors moi, je m'inscris en faux contre ceci. Pourquoi ? Nous sommes un syndicat agricole qui défend les intérêts des agriculteurs, mais qui est aussi une structure attachée au dialogue. Dialoguer, oui, mais quand il y a des incivilités, il faut passer à l'étape supérieure et il faut sanctionner. La cellule Déméter, elle a été mise en place par le ministère de l'Intérieur seul. Nous, ce que nous avons fait, c'est signaler les faits comme ceux qui ont été dénoncés ce matin. Bien sûr, il y a la justice, il y a le droit, il y a tout ce qui doit permettre de protéger les agriculteurs. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il y avait de plus en plus de vols. Maintenant, on passe aux agressions. Donc, je dissocie le questionnement de la société pour qu'il y ait des transitions écologiques en agriculture que nous faisons, nous sommes au travail, et ces gestes d'incivilité qui contestent le bruit, les odeurs, les conditions d'élevage. C'est différent. Mais autant nous sommes prêts au dialogue, autant nous n'accepterons jamais que ça se règle à coups de fusil, de barre de fer ou de pierre. Mais vos adhérents ne sont pas tout blancs. On ne parle pas de fusil, de barre de fer, mais on peut parler de tonnes de purin déversées devant les préfectures. On peut parler de s'en prendre à un patron de laiterie, à l'entrée de la laiterie. On peut parler de rondes autour du domicile de l'ancien ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, au Mans. Ce ne sont pas des méthodes contestables aussi, Christiane Lambert ? Dans l'action syndicale, il y a toujours eu des actions de ce type-là. Elles ne sont pas quand même de même nature que de jeter des pierres et des coups de feu. Il y en a eu, pardon. Manifester devant une préfecture, c'est une forme d'expression. Pardonnez-moi, ce qu'on a vu cet hiver, c'était quand même d'une autre nature, et avec des mots, des insultes et des courriers vengeurs, voire des mails qui inondent les boîtes mails de nos élus. Donc moi, j'appelle au dialogue, et nous sommes un syndicat responsable qui fait ses actions dans le respect des biens et des personnes. Quand ça va trop mal, il arrive que ça déborde un peu, mais franchement, mettre du lisier ou du fumier devant une permanence, ça n'a rien à voir avec une attaque personnelle contre une personne. Ce qui cristallise les tensions, parfois l'incompréhension aussi, ce sont les produits que les agriculteurs utilisent. Le glyphosate, vous en êtes où ? J'avais Bérangère Abba, la secrétaire d'État toute fraîchement nommée à la biodiversité, qui me disait « Oui, nous allons arriver aux 3 ans de la promesse d'Emmanuel Macron, glyphosate interdit dans les 3 ans. Nous étions le 27 novembre 2017, nous arrivons bientôt en novembre 2020. Cette promesse sera tenue. Interdiction d'ici novembre partout en France du glyphosate ? Le président de la République a dit interdiction. Il a aussi dit pas d'interdiction sans solution. Vous avez une solution ? Il n'y a pas de solution pour certains usages. Le président de la République a aussi dit, s'il n'y a pas de solution, nous ferons des dérogations pour certains usages. Moi, je voudrais élargir le débat. La France a fait le pari, sous le gouvernement précédent aussi, de supprimer un certain nombre de produits pour traiter les cultures. C'est un pari qu'avait fait Ségolène Royal en son temps. Pour les betteraves, notamment. Et on voit le désastre dans certaines On voit aujourd'hui l'impasse dans laquelle on est. Quand des décisions sont prises et qu'on voit 2-3 ans après qu'on est dans une impasse totale, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que le gouvernement reste dans l'impasse ou est-ce qu'il décide de changer de braquet ? La France est le seul pays à s'imposer des règles en disant les autres pays suivront.
C'est ce qu'avait dit Madame Royal en son temps. Les autres pays n'ont pas suivi. Les autres pays dérogent. Et donc, cultivent des betteraves avec des produits auxquels nous n'avons pas accès. Le comble sera que nous n'aurons pas de betteraves et nous ne produirons pas de sucre en France et nous importerons du sucre venant d'ailleurs, traité avec des produits qui sont interdits chez nous. C'est un non-sens total. Christiane Lambert, c'est aussi une question de santé, de sécurité sanitaire. Glyphosate classé cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé. Cancérogène probable, monsieur. Les mots sont importants. Cancérogène probable par l'OMS. Les betteraves, le néonicotinoïde, tueur d'abeilles, ça c'est reconnu, Christiane Lambert. Vous le reconnaissez également ? Alors, écoutez, parlons clair, laissez-moi vous expliquer le sujet betterave. Les betteraves sont des plantes qui sont des racines qui poussent dans le sol, qui ont des feuilles, qui n'ont pas de fleurs. Si elles n'ont pas de fleurs, ça n'attire pas les abeilles. Les betteraves qui n'ont pas de fleurs, qui ne font pas de pollen, ne sont pas un danger pour les abeilles. À l'époque, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, l'avait expliqué. Il a perdu face à Ségolène Royal. Aujourd'hui, on est dans l'impasse. De cet insecticide. Nous demandons la possibilité pour les betteraves et les cultures qui ne sont pas mellifères d'utiliser ces produits qui ne présentent pas de danger pour les abeilles. Je crois qu'il y a un moment, quand on est devant une impasse, c'est 46 000 emplois, c'est un secteur stratégique et c'est surtout un non-sens de dire que cette culture présente un risque pour les abeilles. Et donc la demande que nous formulons, c'est qu'on puisse revoir la règle, comme l'ont fait les autres pays. 14 pays producteurs de betteraves sur 19 ont réintroduit le produit. Parce qu'il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, le gouvernement l'a toujours dit, on n'interdira pas. Eh bien, place aux actes. Et si je comprends bien, pour le glyphosate, ce sera pareil, vous vous battrez. Mais le président de la République l'a déjà dit. Il y a aujourd'hui près de 30% des usages qu'on ne peut pas faire sans glyphosate. Bon, écoutez, on peut dire aussi que l'agriculture de conservation des sols, qui est portée au nu par tout le monde, et c'est vrai, elle est bénéfique parce qu'elle évite le labour, elle évite donc de larguer du carbone, du CO2 dans l'atmosphère. Si on n'a pas le glyphosate pour traiter les sols, on ne peut pas pratiquer l'agriculture de conservation des sols. À force d'être superficiel sur tous les sujets, on cède aux lobbies écologistes qui parfois surfent sur cette vague. Moi, je veux être précise. L'agriculture, c'est une science exacte. Pour ce qui concerne les techniques, inexact pour ce qui concerne le climat. Je voudrais qu'on en parle un peu. On a 73 départements qui sont mal en point. Donc, pour l'agriculture, il ne faut pas de l'à peu près et de l'amateurisme. Il faut des professionnels du sujet. Sécheresse, anomalie des sols, sec décennale. Christiane Lambert, on risque une guerre de l'eau ? En tout cas, pour l'instant, on a une guerre des trésoreries et des revenus. Parce que 73 départements en sécheresse, ce sont des agriculteurs qui n'ont plus rien pour nourrir leurs animaux, qui commencent à distribuer le foin et l'ensilage qui étaient prévus pour l'hiver et qui regardent leur maïs desséché. Le mois de juillet, le plus sec, le plus chaud, on bat tous les records. Il faut des solutions d'accompagnement pour l'instant avec de la trésorerie probablement, mais il faut aussi préparer l'avenir. Ces étés secs qui se répètent, qui succèdent à des hivers où il y a trop d'eau. On est dans un pays où on alterne le trop d'eau et le pas assez d'eau. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que enfin on va pouvoir décoincer un certain nombre de projets d'irrigation ? C'est ce que dit Julien de Normandie, le nouveau ministre de l'Agriculture. C'est ce que disait aussi Madame Wargon en son temps. Nous avions rencontré Madame Wargon fin juin et il était sur la table de mettre en place 50 projets simplifier les procédures pour les retenues d'eau. Exactement. Malheureusement, les administrations bloquent. La ministre parle, mais ça ne suit pas derrière. Eh bien, j'ai vu que dans ce gouvernement, il y avait une ministre chargée de la simplification de la vie publique, de la mise en œuvre des politiques publiques, c'est Amélie de Montchalin. Moi, je souhaite que quand le ministre décide, ça suive derrière. Et le Premier ministre, dans son discours de politique générale très carré, l'a dit. Beaucoup de choses qui sont votées par les députés à l'Assemblée nationale ne voient jamais le jour parce que ça traîne dans les couloirs et dans les administrations ensuite. Donc, avec un climat aussi compliqué à gérer, et ça stresse les agriculteurs. Je peux vous dire que voir dessécher ces plantes tous les jours, voir les feuilles de maïs qui s'enroulent parce qu'elles manquent d'eau, voir que les rendements ne seront pas au rendez-vous, c'est très pénible à vivre pour les agriculteurs. Donc, on ne comprend pas qu'il faille 20 ans pour lever l'ambiguïté sur le sujet du stockage d'eau. Tous les autres pays avancent plus vite que nous sur ce sujet. Le stockage d'eau, Christiane Lambert, ça n'est pas la seule réponse. C'est au moins jusqu'en 2050. Mais bien sûr, mais ça n'est pas la seule réponse. C'est une réponse. Il y a aussi les mécanismes d'assurance qui permettent d'assurer le volet trésorerie. Est-ce que l'agriculture ne peut pas aussi être plus raisonnée dans son usage de l'eau ? Qu'est-ce que vous voulez faire sur une prairie ? Sur un usage raisonné, on peut parler des cultures, on peut parler du maraîchage, on peut parler de l'arboriculture. C'est ce que nous faisons déjà. Nous avons adopté des variétés et des itinéraires culturaux plus résistants à les sécheresses. Mais qu'est-ce que vous expliquez aux éleveurs de Saône-et-Loire, du Cantal, du Maine-et-Loire, qui ont des prairies paillassons ? Vous leur dites de changer de modèle, de faire autre chose que des prairies ? Non. Il faut qu'ils deviennent prioritaires dans l'usage de l'eau. Écoutez,
La priorité dans l'usage de l'eau, c'est l'eau potable d'alimentation. La deuxième priorité, c'est l'environnement, les milieux, la biodiversité. La troisième priorité, c'est les usages économiques. Mais ces usages économiques qui permettent d'avoir l'alimentation comme nous l'avons en France et la souveraineté alimentaire chère à tous les politiques aujourd'hui, eh bien, il faut que ce soit aussi considéré. Parce que sinon, on va mettre à mal toute l'économie agricole et c'est des centaines de milliers d'emplois qui disparaîtront. Christiane Lambert, merci beaucoup, présidente de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, notre invitée ce matin. Vous écoutez RMC, il est 8h55.